Donc j'ai passé en fait 1 an en licence d'administration publique à Belleveille pour me former sur voilà, les différentes composantes que l'on pouvait retrouver sur des concours de la fonction publique de catégorie A, en fait, donc type attaché territorial par exemple, et catégorie B également en fait, en tant que rédacteur. Donc j'ai un concours de rédacteur au jour d'aujourd'hui, avec un concours de cadre B. À l'époque, les gens nous voulaient qu'il nous fallait à peu près 3 ans en fait, de temps et 17 tentatives pour obtenir un concours. En tout cas, c'est ce qu'on disait, peut-être pas aux juristes, mais aux historiens dans tous les cas. Et c'est à peu près voilà, ce qui a été mon cas, en fait. C'est-à-dire que j'en ai passé en fait, sous différentes formes. J'ai même tenté les IRA, mais c'est vrai que la formation que j'ai pu obtenir en LAP, en licence d'administration publique, euh, m'a suffisamment équipé en fait pour avoir une construction des schémas en fait de réponse pour certaines des propositions en fait de dissertation et d'examen en fait qui nous étaient sur lesquels on était confrontés. Donc c'est une licence qui est assez intéressante de ce côté-là, mais qui permet vraiment en fait de se sensibiliser à une grosse culture déjà en droit constitutionnel et en droit public, et puis également un esprit en fait qui n'est pas tout à fait en fait le même, sans que ce soit galvaudé d'un côté ou de l'autre, mais entre les historiens et les juristes. Donc pour moi, c'était vraiment un acquis assez important. Et dans l'idée, en fait, c'est vrai que j'ai passé pas mal de concours pour travailler en collectivité sur des postes, et ça, peut-être que les autres intervenants le préciseront encore mieux que moi, mais qui sont sur des terminologies, quand on parle d'attaché ou de rédacteur, qui ne correspondent pas tellement en fait aux missions qui nous sont affectées au jour d'aujourd'hui. Il y a des choses qui ont évolué depuis, mais c'est vrai que on considérait qu'un attaché était plutôt un chef de service, en tout cas un chef d'équipe, et un rédacteur, en fait, le niveau en dessous, donc pouvait éventuellement encadrer des gens, mais était plus en charge de certains dossiers, en fait, sur de l'instruction, sur de l'analyse, de la rédaction. Au jour d'aujourd'hui, ça bouge un petit peu, en fait, et en tant que rédacteur, on peut être amené à effectuer des tâches d'encadrement, en fait, tout dépend de la taille de la collectivité, et puis aussi de certains choix qui sont faits par la collectivité sur un nombre de quotas, en fait, de recrutement qui est fait. À partir de là, sur ces questions-là, en fait, une fois que j'ai eu mon concours, que j'ai passé du côté de la région lyonnaise, puisque l'intérêt de passer des concours en fonction publique territoriale, c'est que vous n'êtes pas rattaché forcément en fait à une région d'origine, et que ça vous ouvre en fait une possibilité euh, un champ des possibles en tout cas sur des territoires où il y a beaucoup plus de postes que de candidats en termes de proportion. C'est-à-dire qu'on peut réussir à avoir un ratio qui devient relativement intéressant. C'était le cas en tout cas à l'époque. Ça l'est encore en fait pour la plupart des concours qui sont opérés en fait organisés dans la région parisienne. Et dans ce cadre-là, en fait, une fois que vous avez votre concours, ce qui était mon cas, de rédacteur territorial, c'est à vous de chercher en fait le poste sur lequel en fait, voilà, que vous devez trouver par la suite, et vous avez l'équivalent de 3 ans en fait pour valider en fait votre concours. Donc ça laisse un petit peu de temps toutefois en fait, et ça vous permet aussi en fait de tenter en fait des premières expériences en fait en termes de mission, de dossier, puisque vous avez 1 an de titularisation qui vous attend directement. Donc c'est une forme de période d'essai, mais qui est plutôt intéressante pour savoir si vraiment vous êtes là à l'endroit où vous avez envie d'être, sachant que au jour d'aujourd'hui, en fait, les métiers, et je vais venir sur le mien un petit peu, de la fonction publique sont devenus très très différents, très spécifiques en fait, et beaucoup moins administratifs comme on pourrait l'entendre au jour d'aujourd'hui. C'est qu'on est amené en fait à travailler beaucoup en transversalité, en coordination et sur des champs de mission. Donc je parle pour la fonction publique territoriale en tout cas, qui peuvent amener à développer et à créer en fait énormément de choses. Il s'avère que j'ai eu l'opportunité de postuler en fait sur un poste qui n'était pas un poste administratif du tout, puisque c'était un poste en fait d'animateur du patrimoine au château du Pessimacé. Donc ça, c'était en 2003, avec cette ouverture de poste qui s'était fait sur un cadre B, donc un concours de rédacteur. Et donc j'y suis resté depuis, puisque je suis passé en fait responsable de site et directeur du château dans la foulée.
Et dans le cadre de ces fonctions, quand j'y suis rentré en 2003, j'avais pas d'encadrement d'équipe. J'étais surtout en charge de la création et du développement des activités du château pour développer en fait les différents types de publics qu'on peut y trouver. C'est-à-dire public scolaire, public familial, individuel, public de groupe par exemple, avec différentes propositions. Donc on sortait clairement du cadre juridique et on allait vraiment sur la création. C'est pour ça que mon préambule de départ était de dire que euh, les expériences, en tout cas les choses en fait sur lesquelles on peut viser avec un concours, vous amènent à découvrir des champs de mission et des horizons qui peuvent être assez éloignés, ce qui est d'autant plus intéressant justement. Donc vous arrivez avec une méthode, une structuration et une façon en fait d'organiser un petit peu votre réflexion qui va être un petit peu remise en cause, mais qui vous amène aussi à élargir votre palette de compétences. C'est ça qui est plutôt bien. Vous n'êtes pas complètement cadenassé en fait dans un secteur, pas partout en tout cas. Voilà. Je laisserai voilà, mes autres intervenants si vous souhaitez contredire ce que je viens de dire, mais en tout cas, on est vraiment sur ces questions-là. Et donc, dans ce cadre-là, ce qui est intéressant sur cette licence pour moi, à mon niveau en tout cas, c'est à la fois la méthode, la rigueur, parce que c'est vrai que voilà, sur le travail des sources, en fait, des références, notamment en droit constitutionnel et en droit public, c'est quelque chose en fait, qui m'a permis de me remettre le pied à l'étrier et surtout de me confronter à une très bonne préparation. En tout cas, c'est le danger, en fait, j'ai trouvé que c'était assez conséquent. On était un panel, en fait, très disparate, voilà, de gens qui venaient vraiment d'horizons très, très différents. Mais ça donnait un socle commun qui était plutôt précieux et qui permettait à des gens qui sortaient de filières totalement éloignées en fait, du droit de pouvoir aussi aller sur des concours de catégorie A, par exemple. Y compris sur des concours, on a passé certains examens pour les IRA, justement, en fait, certains d'entre nous. Donc, c'était assez solide, en fait. C'est ça qui était plutôt intéressant. Pour la suite, comme mon parcours s'est un peu éloigné du juridique, en fait, j'y reviens de temps en temps depuis que j'ai pris des postes de responsabilité au château, en tant que responsable et directeur, par certains dossiers où je suis amené, en fait, à avoir des éléments de droit qui me sont amenés sur justement le périmètre d'activité du site, sur les possibilités que l'on a d'accueillir dans un ERP tel ou tel type de public en fonction des dispositions réglementaires. Donc il y a des choses en fait qui se rappellent à mon bon souvenir. Après, je reste encore aujourd'hui en fait sur un secteur qui est du développement en fait d'activité, du développement commercial, du marketing, de la communication. Donc c'est vrai que j'ai vraiment en fait gardé un bagage, mais qui aujourd'hui reste assez éloigné de ma réalité de terrain. C'est pour ça. Voilà. Donc, de manière synthétique, voilà ce que je pourrais vous dire sur mon parcours, qui est voilà, assez simple à mon niveau. Très bien, merci. Je pense que ça ne fait pas de mal pour chaque étudiant de voir qu'on n'est pas obligé de rester forcément dans le droit, et même en ayant fait un peu d'études dans le droit, et de voir que ça peut nous donner un bagage dans n'importe quel domaine. Pour le moment, je vous invite, vous les étudiants qui suivez cette conversation, à me transmettre vos questions. Je pense que pour l'organisation, le temps que les questions elles arrivent, on pourra peut-être revenir dessus à la fin, si ça vous dérange pas, qu'on puisse enchaîner, pour que ça ne dure pas trop longtemps. Et donc, non, pour l'instant, je n'ai pas de questions particulières. Donc on peut enchaîner avec un autre intervenant, si ça vous convient. Donc je sais pas, toujours pour rester dans le cadre du département de Maine-et-Loire, Sarah Bagour peut-être pour la Avec suite. plaisir, pas de souci. Merci déjà pour cette, invitation et qui m'a permis de me replonger un petit peu sur, un sacré bout de temps. En fait, j'ai réalisé que ça faisait 20 ans que j'étais rentrée à la fac et alors voilà, ça fait quelques années à retracer. Je vais essayer d'être, assez succincte, pour autant. Moi, je suis un pur produit du droit puisque j'ai fait, 6 années à la fac de droit. Pour autant, je ne suis pas juriste. Donc, j'ai aussi un parcours, voilà, qui peut sortir des images qu'on s'en fait. Donc j'ai commencé, voilà, une licence, de droit public. J'ai eu, la chance de partir, faire une maîtrise au Québec.
Et je vous en parle parce que c'est vraiment, fondateur en fait, dans ma carrière, professionnelle, et je vous encourage tous à partir si vous n'êtes pas encore partis, à faire une année à l'étranger. C'est vraiment structurant parce que j'y ai compris en fait tout l'intérêt moi du droit public en partant là-bas et en faisant du droit comparé, tout simplement. Au-delà du fait que, les Québécois ont une culture, de la bienveillance, qui est, cruciale et qui m'inspire toujours, tous les jours. Donc voilà, une année, d'études, qui m'a permis de revenir en fait en France après et de me dire que ça avait du sens de faire du droit public, de comprendre l'intérêt aussi d'utiliser finalement le droit, pour mettre en place des politiques publiques et puis, que ces outils-là, ils ressemblaient finalement à l'image qu'on voulait avoir de notre société. Et du coup, quand je suis rentrée, je me suis vraiment, focalisée, alors je vais dire sur les collectivités locales, c'était vraiment, une approche que j'avais. J'ai quand même pris le temps de faire un DEA de droit public fondamental. Alors là, pour tous ceux qui, sont, accros, au droit, ça a été une année, intellectuellement très, très riche et vraiment chouette. Je suis allée à l'université de Bordeaux-Montesquieu avec des très grands professeurs, hein. Je connais pas l'université d'Angers donc qu'il y ait pas de méprise, j'ai rien à redire sur les professeurs de la fac d'Angers, je n'y ai jamais mis les pieds. Mais vraiment, à Bordeaux, c'était, une année exceptionnelle et puis ensuite j'ai fait un master 2 professionnel, droit des collectivités, territoriales où on apprend, voilà tout ce qui relève de la gestion des contrats publics, du droit public, de la comptabilité, enfin voilà, tout ce qui nous prépare finalement aussi au contrat, pardon, au concours. C'est pas la licence d'administration publique, mais je pense que ça s'en approche, à peu près. Hem Donc à partir de cette, année de master 2, j'ai commencé à passer les concours d'attaché, donc que je n'ai pas eu tout de suite. Et ça m'a permis finalement d'être, sur des postes de remplacement pendant 4 ans, j'ai été contractuelle. J'ai commencé, sur un poste, responsable de marché public. C'était pourtant vraiment pas quelque chose que je visais, mais bon, c'est quand même des portes d'entrée quand on sort de la fac de droit et puis qu'on n'a pas le concours. Donc je suis allée à la communauté urbaine de Nantes faire un remplacement marché public que j'ai enchaîné avec un remplacement, enfin pas un remplacement, c'était une création de poste mais qui n'existait pas officiellement, donc il ne pouvait pas y avoir de recrutement. Mais en tant que responsable du budget transport qui est ensuite, j'ai eu la chance, c'était en 2008, donc il y a eu une grosse refondation, c'est pas français, refonte de l'organisation, de la communauté urbaine de Nantes suite aux élections et finalement, il y a eu une direction générale adjointe qui s'est créée autour des déplacements. Donc ça englobait tout. Nantes a toujours été un petit peu en avance sur sa vision de l'aménagement du territoire. Donc là, ça englobait tout ce qui relevait de la circulation, vélo, piéton, voiture, transport en commun. Et du coup, j'étais pendant 2 ans, en charge de ce budget-là avec des très gros investissements et puis une technique, financière, de gestion, en autorisation de programme et crédit de paiement notamment. Voilà, qui était, très très affiné et très poussé et pour ceux qui ont un petit côté mathématique, c'est intéressant aussi de voir, ce qu'on peut faire, voilà, dans un service financier, même avec un parcours, de droit, il y a aucun souci en fait, je crois que c'est l'avantage, c'est qu'on est très adaptable après avoir fait des études de droit et c'est finalement sans doute ce que les collectivités, en tout cas c'est les collectivités c'est sûr, mais souvent les recruteurs recherchent, c'est notre capacité, à comprendre finalement et à savoir où aller chercher des réponses. Voilà. Moi, j'ai jamais été sur un poste, de juriste, si ce n'est, un peu en marché public, mais partout où je suis passée finalement, ouais, cette capacité-là, elle a été, reconnue et vraiment elle était recherchée. Donc je vous invite tous à postuler, sur cet argument-là. J'ai fait des études de droit, voilà. J'ai peut-être pas un métier en main quand je sors de la fac de droit, mais en tout cas, je suis capable de faire beaucoup, beaucoup, de métiers différents et de postuler sur beaucoup de fonctions différentes. Donc voilà, ensuite je me suis rapprochée, du reste de ma famille sur Angers et puis, j'ai pris un poste de remplacement, de directrice générale des services, sur une petite commune. Donc là aussi quelque chose de passionnant comme fonction, notamment parce qu'on est au plus près des élus par rapport aux communautés urbaines où on ne connaît que des collègues finalement fonctionnaires. Là, c'était un travail au quotidien à côté de la maire et puis, de l'ensemble des conseillers municipaux. J'ai aussi réalisé que l'administration, la fonction publique territoriale était très, très, hiérarchisée et pyramidale. Donc ça a commencé à tiquer un peu, dans mon esprit sur, la capacité que je pouvais avoir à travailler en collectivité territoriale, mais j'ai
perdurer un peu plus, j'ai eu mon concours aussi quand même de d'attaché territorial à un moment donné. Et du coup, j'ai été pendant 4 ans, directrice générale adjointe d'une commune un peu plus grosse. Hem Et puis voilà, toutes ces questions alors sur la fonction publique en tant que telle, ont continué à me questionner et à me triturer. Je me suis aussi rendu compte que, malgré le fait qu'on faisait tout très bien, enfin je crois que mes collègues et moi, on était, très investis dans ce qu'on pouvait faire aux côtés des élus, aux côtés du service rendu. Mais pour autant, il y avait toujours, alors c'est peut-être plus visible sur une petite commune, hein, que sur une grosse collectivité, mais, un retour, des associations, d'un retour, des partenaires aussi, dans les marchés publics qui nous disaient qu'on était à côté de la plaque, qu'on ne connaissait pas le terrain, qu'on faisait des choses pour nous, mais pas avec eux et que du coup, c'était pas très cohérent tout ça. Du coup, je me suis mise en disponibilité. Enfin, il y a eu plusieurs autres éléments qu'on croisait, mais et je me suis formée, aux questions de la gouvernance partagée, à l'animation d'intelligence collective. Hem Et puis j'ai saisi l'opportunité, il y avait à ce moment-là la réforme des rythmes scolaires. Et ça m'a questionnée. Comment est-ce qu'on peut, avec la réforme des rythmes scolaires, mettre ensemble, autour d'une même politique éducative, tous les acteurs éducatifs, les enseignants, le périscolaire, mais aussi, les parents, puisqu'ils étaient quand même fortement, touchés par cette réforme-là, et puis les grands-parents, les bénévoles, tout le monde, comment est-ce qu'on pouvait créer quelque chose? Donc avec un ami, j'ai créé une association à l'époque qui voulait, enfin qui espérait réussir à coordonner des initiatives et à faciliter la mise en œuvre de cette réforme-là. Bon, force est de constater qu'au-delà du fait que c'est très compliqué de faire, travailler ensemble, différents corps, de profession, en fait, en tout cas sur ce sujet-là, les professionnels n'avaient pas forcément très envie de travailler ensemble. Ça s'est vu par la suite et on sait aujourd'hui qu'avec le retour à la semaine à 4 jours, voilà, ça a été, plutôt un échec, nationalement. Mais pour moi, une très bonne expérience du coup, de la façon dont on pouvait travailler et s'ouvrir, ne pas décider des politiques publiques qu'au sein, d'une collectivité territoriale, mais bien avec les personnes qui sont, sur le terrain et puis qui la font vivre tous les jours. Et du coup, je vais bientôt m'arrêter. Depuis 3 ans, j'ai une activité de conseil et de formation sur, la gouvernance partagée. Et donc j'accompagne, des mairies, mais, beaucoup en ce moment depuis les élections 2020 qui ont été élus sur des listes participatives, mais aussi, des agents à savoir, enfin voilà, à s'ouvrir, à travailler à être dans des modes, plus collaboratifs, plus coopératifs, à mettre en place des démarches participatives, et à penser la place en fait du citoyen et de l'usager au quotidien. Donc, voilà, ça c'est mon travail depuis 3 ans et en parallèle, on m'a proposé un poste donc, de collaboratrice, de conseiller départementaux à temps partiel. Donc j'ai ces 2 casquettes-là, donc être collaboratrice de conseillers départementaux, alors j'avais pas encore exercé au sein d'un conseil départemental, donc c'est encore des nouvelles politiques publiques, celle des solidarités. C'est extrêmement, riche, comme approche. C'était très loin. Moi, je ne savais pas, en fait, tout ce qui relevait d'un conseil départemental. En tant qu'habitant, on est enfin, si on a la chance de ne pas vivre des moments difficiles, en fait, on ne connaît pas particulièrement ce que fait, le conseil départemental. On peut aller, au Plessis-Massé et on a le plaisir de découvrir, le château, mais sinon, voilà, c'est tout ce qui est fait, auprès de tous les bénéficiaires, personnes âgées, personnes au RSA bien évidemment, protection de l'enfance, personnes handicapées. Ce sont des politiques, extrêmement riches. Donc voilà, j'accompagne des conseillers départementaux aujourd'hui à se positionner en fait sur ces politiques-là, à construire, leurs réponses. Alors, ce sont des élus de la minorité, donc je ne travaille qu'avec eux, je ne travaille pas avec les services. Ça peut être un peu difficile, mais voilà, enfin, analyser toutes les propositions qui sont faites par la majorité et puis faire des propositions, de positionnement en face, des propositions d'amélioration, et puis aussi les aider à construire un peu leur positionnement par rapport à leurs électeurs et du coup, à la place du citoyen, tout simplement. Comment est-ce qu'on rend des comptes sur le territoire? Donc voilà, tout ce que je travaille dans mon entreprise, je le développe aussi avec eux et inversement, tout ce que eux vivent en tant qu'élus, ça enrichit beaucoup ma posture de conseillère et de formatrice, à côté. Donc voilà, après si vous avez des questions, avec plaisir.
Merci Sarah pour cette présentation. Donc je propose de continuer sur la même lancée puisque les questions, le temps que chacun puisse les rédiger et me les faire parvenir, je pense que c'est mieux de continuer ainsi. Mais moi j'aurais des questions personnellement à te poser. Donc je propose maintenant à M. Portanguen d'enchaîner et de continuer avec sa présentation. Bien, merci Arthur. Alors je vais Merci. vous mettre en partage d'écran si ça fonctionne bien. Un petit PowerPoint pour faire défiler tout ça. Est-ce que ça passe? J'essaie de mettre en limitation d'écran, mais pour l'instant je vois pas. Du coup, je vais mettre... Non, ça prend pas. Du coup, je vais mettre autrement. Ok. Est-ce que tout le monde voit là, au niveau du PowerPoint? Ouais, c'est bon, Arthur, de votre côté? Moi, je vois juste le dossier. Ah. Ok, ça n'a pas pris. Faut que je me déconnecte. Je mets le partage. Ok. Là, c'est bon? Oui, c'est bon. Ok, alors moi du coup je vais être sur un parcours un peu plus classique que Monsieur Dupont et Madame Bagour au niveau à la fois universitaire et puis au niveau aussi professionnel par la suite. Alors moi j'ai fait des études de droit classique, voilà, je me suis spécialisé progressivement en droit public et puis j'ai fini en fait par faire un master 2 en droit administration des collectivités territoriales et puis également un master 2 en évaluation et en analyse financière des collectivités territoriales parce que j'avais peur un peu de m'ennuyer en ne faisant que du juridique pur et voilà, je voulais avoir un peu une vision élargie. Ça rejoint un peu ce que disait Madame Bagour à l'instant. Effectivement, voilà, le juridique, ça vous donne vraiment, je pense, de très bonnes bases pour faire plein de choses par la suite. Et puis, je pense que ça permet aussi d'élargir les horizons et j'avais besoin, moi, de trouver un peu de polyvalence. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai fait ce choix au niveau de la fin de mon parcours universitaire. En termes de conseils pour la formation universitaire, surtout si vous vous spécialisez en droit public, j'aurais tendance à conseiller de ne pas exclure toute matière en droit privé. Et si vous avez le choix au niveau des formations universitaires qui vous sont faites de prendre des options en droit privé, de ne pas hésiter à en prendre aussi. Hein. Alors je dis ça malgré que je sois un publiciste à la base, parce que dans le métier de juriste territorial que j'exerce depuis un certain nombre d'années maintenant, on se rend compte qu'on a besoin au quotidien en fait de maîtriser des bases en droit pénal, en droit civil, droit du travail, droit de la propriété intellectuelle. Moi, je suis amené assez souvent à faire des dépôts de plainte ou des dépôts de plainte avec constitution de partie civile. J'ai été amené récemment, les jours derniers encore, rédiger un mémoire en défense devant le tribunal administratif où les problématiques qui se posaient, c'était notamment des problématiques de droit civil. Donc tous ces aspects-là, c'est vraiment important au niveau du métier de juriste territorial. Voilà, si vous avez la possibilité de continuer à prendre quelques matières en droit privé, je pense qu'il ne faut pas hésiter à le faire. Moi, en termes de recul entre ce que je vis professionnellement depuis bientôt 15 ans et puis ce que j'ai vécu en termes de formation universitaire, voilà, forcément, il y avait un certain nombre de manques que j'ai pu constater, un décalage entre voilà, ce qu'on a pu m'apprendre à l'époque et puis les besoins du terrain réellement par la suite. Notamment, moi, voilà, on ne m'a jamais montré ni expliqué comment rédiger une délibération, comment rédiger un contrat, un marché public, un dépôt de plainte, un mémoire en défense devant une juridiction. On m'a jamais expliqué comment instruire un dossier d'aide économique alors que j'ai travaillé par la suite
en communauté d'agglomération et que je travaille aujourd'hui dans une région où c'est des compétences essentielles de ces collectivités. Et puis, au-delà de l'analyse juridique, des textes, de la jurisprudence, tout ça, c'était aussi voilà, aider à nous apprendre à raisonner en termes de risques juridiques concrets, à la fois pour la collectivité, pour les élus, pour les agents. Voilà, donc ça, c'était pas forcément des choses à mon époque qu'on nous donnait, en tout cas on nous donnait pas forcément toutes les clés pour y arriver. Donc forcément, j'ai appris plein de choses sur le tas quand j'ai commencé par la suite à travailler. Et puis voilà, ce qu'on constate quand même depuis une dizaine d'années, et ce que je trouve très positif, c'est que les universités voilà, intègrent davantage d'enseignements pratiques. Et je trouve du coup qu'il y a un meilleur équilibre entre la théorie juridique et puis la pratique concrète du terrain dont on a besoin au quotidien. En termes de concours, alors moi j'ai fait assez classique hein, là aussi. J'ai tenté le concours des IRA, donc Instituts régionaux d'administration, là où on est côté fonction publique d'État. Alors c'était pas ma volonté hein, d'intégrer la fonction publique d'État, je l'ai plutôt passé en mode galop d'essai, en me disant voilà c'est le premier concours, je tente, parce que le concours que je visais c'était le concours d'attaché territorial que j'ai passé et que j'ai obtenu. Et par la suite, j'avais des enseignants qui me conseillaient de passer le concours d'administrateur territorial, qui est au-dessus d'attaché territorial. C'est ce qu'on considère les catégories A+, au niveau de la fonction publique territoriale. C'est l'équivalent de l'ENA côté fonction publique d'État. Alors, je l'ai raté à quelques points près. Après, avec le recul, j'ai jamais eu aucun regret, en fait, de ne pas obtenir ce concours d'administrateur territorial, parce que je pense que ça n'aurait pas du tout correspondu, en fait, à mes besoins d'activité, notamment d'activité juridique au quotidien. Donc voilà, j'ai aucun regret par rapport à ça. Et voilà, le conseil que je peux vous donner, c'est n'hésitez pas à passer différents concours, hein, voilà, pour vous entraîner, ou même si, voilà, si vous avez la volonté vraiment d'obtenir tel ou tel concours, parce que voilà, c'est toujours intéressant et enrichissant de le faire. Moi, en termes de conseils pour les concours, c'est vraiment de vous préparer vraiment plusieurs mois en amont de ces différents concours, en vérifiant les dates d'inscription. Il ne faut pas se louper là-dessus, puisque vous avez des timings en fait, pour vous inscrire sur Internet. Donc, il ne faut pas se louper sur ces aspects-là. Il faut s'informer plusieurs mois à l'avance sur les épreuves, les programmes. C'est aussi réviser, bien sûr, plusieurs mois à l'avance, et j'aurais tendance à dire d'autant plus si vous voulez passer des fonctions, des concours de la fonction publique territoriale, puisque pour la fonction publique territoriale, vous avez des épreuves en fait, de concours sans programme de révision. Donc ça veut dire concrètement que vous pouvez tomber sur n'importe quel sujet, n'importe quelle thématique territoriale pour ces épreuves-là. Donc voilà, ça nécessite vraiment une bonne préparation en amont. Il ne faut pas hésiter à se faire des fiches de synthèse sur des thématiques, sur les dossiers d'actualité. C'est vraiment s'entraîner aussi aux épreuves écrites et orales. Et je pense que voilà, les universités, voilà, et sans en faire trop de publicité, notamment l'université d'Angers, je sais, voilà, met en place quand même dans les différentes formations un certain nombre de modules pour s'entraîner aux épreuves écrites et orales des concours. Et je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Et c'est vraiment, ça me paraît vraiment très utile, surtout quand on regarde les statistiques des différents concours. J'ai pris là l'exemple du concours d'attaché territorial que moi j'ai passé. Alors, à mon époque, c'était un concours qu'on pouvait passer chaque année. Depuis quelques années, maintenant, c'est un concours qui n'a lieu simplement que tous les 2 ans. Donc, vous voyez, ça restreint les possibilités d'autant plus. Et quand on regarde les statistiques, c'est-à-dire le nombre de candidats qui s'inscrivent pour le concours, qui sont admis au final, eh ben, il y a intérêt à se préparer en amont, puisque les statistiques vraiment démontrent qu'il y a peu de candidats au final qui sont admis par rapport au nombre de postes qui sont à pourvoir. Concrètement, voilà, ça veut dire que si on prend la spécialité d'administration générale, qui est généralement la spécialité qui est prise par des étudiants avec un parcours de droit classique, vous avez pour un poste qui est offert en termes de spécialité administration générale, vous avez une douzaine de candidats en externe qui sont admis à concourir.
Et au final, quand on regarde les statistiques du nombre de personnes qui réussissent le concours, selon les années, selon les spécialités, vous êtes entre 10 et 16% des candidats qui sont présents aux différentes épreuves qui sont admis au final au concours d'attaché territorial. D'où l'intérêt vraiment en amont de bien se préparer. Mais je trouve que généralement les profils qui ont fait des études juridiques, généralement s'en sortent pas trop mal sur ce type de concours. Donc je dirais que vous partez avec un avantage comparativement aux autres. Mais cet avantage, à mon sens, il n'est pas suffisant. Il faut vraiment se préparer plusieurs mois en amont pour réviser, pour s'entraîner pour les différentes épreuves. Si je continue à dérouler, puisque ce qui nous était demandé aussi, c'était de vous présenter les différentes épreuves pour les concours. Donc pour le concours d'attaché territorial, il y a 2 épreuves écrites d'admissibilité et 2 épreuves orales d'admission. Une épreuve écrite de composition, là on est plus sur de la composition, on va dire, culture territoriale et culture générale. Vous avez aussi une épreuve écrite de notes de synthèse à partir d'un dossier sur une thématique qui vous est présentée. Et puis ensuite, si vous obtenez les notes suffisantes sur ces écrits, vous êtes ensuite convié aux entretiens. Donc vous avez 2 épreuves orales. Une épreuve orale qui est un entretien un peu général, où là, on va vous tester sur vos connaissances générales, administratives, sur des mises en situation professionnelles. On va vous tester sur tel ou tel aspect. Et puis, vous avez aussi une épreuve orale de langue vivante étrangère qui est au choix au moment de votre inscription. Donc ça, voilà les épreuves qui aujourd'hui sont présentes pour le concours d'attaché territorial. Ce qu'il faut savoir, comme déjà M. Dupont vous l'a expliqué au début, c'est que dans la fonction publique territoriale, si vous obtenez le concours, ça ne vaut pas recrutement. C'est-à-dire que vous n'êtes pas automatiquement affecté sur un poste dans une collectivité territoriale. Tout simplement parce que, en vertu du principe de libre administration des collectivités que vous avez peut-être déjà étudié, les employeurs territoriaux, en fait, ils sont libres de recruter le lauréat de leur choix. Donc, ce qui se passe, c'est que si vous êtes lauréat du concours d'attaché territorial notamment, mais aussi des autres concours de la fonction publique territoriale, vous êtes en fait inscrit sur une liste d'aptitudes qui est valable à l'échelle nationale pendant une période maximum de 4 ans. Donc, vous avez une validité de 4 ans de votre concours avant potentiellement de trouver un poste au sein d'une collectivité territoriale. Il faut vraiment comprendre qu'on est dans une logique de système mixte, en fait, entre les principes du secteur privé et du secteur public, c'est-à-dire que vous passez un concours, donc ça c'est classique au niveau de la fonction publique, mais qu'en même temps, vous candidatez sur des offres d'emploi sur lesquelles vous êtes en fait en concurrence avec d'autres candidats. Et ces candidats, ça peut être à la fois des étudiants qui sont des jeunes lauréats du concours d'attaché territorial, mais ça peut être aussi des personnes qui sont déjà en poste depuis des années dans la fonction publique territoriale ou bien dans la fonction publique d'État. Donc du coup, on a vraiment ces 2 logiques-là qui se rencontrent, à la fois le concours et puis aussi l'aspect candidature et concurrence avec d'autres personnes pour candidater sur des offres d'emploi. Les postes qui sont offerts, je rebondis un peu sur ce que disait aussi Monsieur Dupont au début de son intervention. Moi, je trouve aussi l'un des avantages de la fonction publique territoriale, c'est que vous avez vraiment un nombre très important d'employeurs territoriaux potentiels et qui sont répartis géographiquement partout sur le territoire. Si on prend le nombre au niveau des différentes collectivités, enfin, voilà, vous le savez, il y a plus de 35 000 communes, on a près d'une centaine de départements, on a une dizaine de régions métropolitaines et des régions aussi en Outre-mer, et puis on a plus de 20 000 établissements publics, que ce soit les communautés de communes, d'agglomérations urbaines, les métropoles, les syndicats mixtes, etc. Donc vous avez vraiment un panel très important au niveau des employeurs territoriaux et vous avez vraiment le choix de postuler n'importe où géographiquement en France. Donc ça, moi, je trouve que c'est vraiment un avantage au niveau de la fonction publique territoriale et ça, vous le retrouvez tout au long de votre carrière, en fait, dans la fonction publique territoriale. Concernant les offres d'emploi, pour votre recherche d'offres d'emploi, en fait, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez développer votre connaissance de l'environnement territorial en lisant les sites internet, la presse spécialisée, etc. Vous pouvez rechercher les offres d'emploi sur des sites internet qui sont vraiment spécialisés et dédiés, notamment Cap Territorial ou bien Emploi Territorial,
Donc, je vous ai mis un certain nombre de références là sur les sites internet qui sont spécialisés et qui vous répertorient en fait les offres d'emploi dans la territoriale. Vous avez aussi les offres d'emploi qui vous sont proposées directement sur les sites des collectivités territoriales. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à aller consulter les différents sites internet directement des collectivités où généralement vous avez une rubrique sur le recrutement au sein de la collectivité. Puis vous avez aussi toute la presse écrite avec la Gazette des communes, la lettre du cadre, où vous avez généralement à la fin en fait de ces différents magazines, vous avez des listings en fait d'offres d'emploi qui sont proposées. Faut pas hésiter aussi, je pense, à proposer des candidatures spontanées au sein des collectivités, puisque souvent les directions des ressources humaines, en fait, elles gardent en fait votre CV sous le coude au cas où elles ont besoin de vous par la suite. Vous faites partie un peu du vivier en fait des candidatures qu'elles ont obtenues, et puis elles peuvent vous recontacter en fait par la suite si elles ont un poste qui peut correspondre à votre profil. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire également. Et puis, vous avez aussi l'aide qui est apportée par les centres de gestion dans chaque département qui sont censés aider les candidats lauréats des concours dans la fonction publique territoriale pour les mettre aussi en relation avec les collectivités territoriales qui sont employeurs. En termes de postes classiques, alors voilà, je vais m'éloigner hein, des parcours qu'ont pu avoir Monsieur Dupont ou Madame Bagour. Là, vraiment, en termes de postes plutôt classiques pour les missions de juriste territorial, vous pouvez avoir des offres d'emploi qui vont être sur des juristes généralistes, où là, vous allez être conduit à traiter n'importe quelle problématique de droit public ou de droit privé. Ça peut être aussi des postes de juristes spécialisés, par exemple commande publique, ou bien encore en urbanisme, en ressources humaines, en référent déontologue qui se développe de plus en plus ces dernières années. Ça peut être aussi des postes de responsables de services juridiques, donc ça correspond au poste que moi j'occupe depuis quelques années à la région. Ça peut être aussi des postes plus importants de directeur juridique avec aussi la gestion des assemblées délibérantes, de la commande publique, des assurances, de tout ce qui va être formalités administratives, état civil, etc. En termes de mode d'exercice d'activité, là c'est variable en fait en fonction des collectivités. Vous pouvez être soit à 35 heures par semaine ou à 39 heures par semaine. Vous pouvez avoir des horaires qui sont occasionnellement variables avec des obligations de présence au-delà des horaires classiques, notamment quand il y a des réunions des différentes assemblées délibérantes, où là voilà, vous êtes mécaniquement très souvent conduit à faire un certain nombre d'heures supplémentaires. Je dirais qu'en termes de mode d'exercice, le travail habituel du juriste territorial, il est plutôt au travail au bureau, mais vous avez également un certain nombre de déplacements aussi à faire, pour que ce soit des réunions à l'extérieur, ça peut être aussi des audiences devant les juridictions, ça va être aussi des expertises amiables ou judiciaires qui vont se dérouler sur le terrain. Donc vous êtes aussi de temps à autre conduit à faire un certain nombre de déplacements aussi. En termes d'évolution de carrière pour les attachés territoriaux, là, je vous ai mis un peu la logique de l'échelle, c'est-à-dire que vous allez commencer entre guillemets en bas de l'échelle en étant sur le premier grade d'attaché classique, une fois que vous obtenez le concours. Et puis ensuite, après un certain nombre d'années, vous allez pouvoir accéder à des grades supérieurs. Ça va être d'abord le grade d'attaché principal et puis éventuellement par la suite le grade d'attaché hors classe. En fait, ces différents grades, ils vous permettent progressivement, notamment d'avoir des responsabilités plus importantes ou bien de pouvoir postuler sur des collectivités aussi de strates démographiques plus importantes. Alors ça, pareil, c'est la théorie, hein, comme vous le disait Monsieur Dupont aussi tout à l'heure au début de son intervention. Il y a ce que nous disent en fait les textes, les statuts au niveau des cadres d'emploi, de rédacteurs territoriaux, d'attachés territoriaux, puis il y a la réalité du terrain derrière aussi, en fonction des postes qui sont offerts et que vous occupez, c'est pas forcément exactement en adéquation avec le grade qui correspond. Donc voilà, ça c'est aussi une petite différence que vous pouvez avoir entre la théorie statutaire des textes et puis la réalité du terrain quand vous êtes ensuite embauché au sein de la fonction publique territoriale.
En termes de rémunération, puisque c'était un point qui était demandé aussi d'aborder dans cette afterclass, alors pareil, je vous ai mis des choses assez classiques. Faut savoir qu'au niveau national, vous avez notamment le traitement de base des différents fonctionnaires, hein, que ce soit la fonction publique territoriale ou bien la fonction publique d'État ou bien la fonction publique hospitalière. Vous avez un salaire de base qui dépend en fait de différentes grilles indiciaires en fonction du cadre d'emploi, du grade que vous occupez, et en fonction aussi d'une valeur du point d'indice qui est fixée, non pas par les collectivités territoriales, mais qui est fixée par l'État au niveau national. Et depuis un certain nombre d'années, cette valeur du point, en fait, c'est 4,686 € très précisément. Et pour savoir combien vous pouvez être rémunéré sur tel cadre d'emploi, sur tel grade, vous pouvez très facilement trouver sur Internet en fait les différentes grilles indiciaires qui correspondent. Et il suffit en fait de multiplier l'indice majoré qui vous est donné dans les différents tableaux par cette valeur du point d'indice, et ça vous permet en fait de trouver quel est le montant en fait de salaire brut de base que vous pouvez avoir. Donc forcément progressivement, vous allez rentrer d'abord en tant qu'attaché, puis au fur et à mesure, vous allez changer d'échelon, vous allez avoir une rémunération progressivement qui va être plus importante. Et pareil, si vous changez de grade et vous passez ensuite sur des grades d'attaché principal ou d'attaché hors classe, là c'est la même logique. Progressivement, en fait, vous allez avoir votre déroulement de carrière avec une évolution salariale qui va augmenter. Et donc, au-delà de ce montant de salaire brut de base que vous avez également des éléments, d'autres éléments complémentaires qui viennent s'ajouter. Ça va être par exemple l'indemnité de résidence en fonction de la collectivité dans laquelle vous travaillez. Ça peut être aussi en fonction de votre situation familiale, un supplément familial de traitement. Ça peut être aussi, ça c'est très important, c'est tout ce qui va être régime indemnitaire, où là c'est des primes et des indemnités qui peuvent être assez variables suivant les collectivités. Et il faut savoir que cette partie de régime indemnitaire, ça peut représenter plus ou moins jusqu'à environ un tiers du traitement de base. Alors, pour être complètement transparent vis-à-vis de vous sur ces aspects-là de régime indemnitaire, ça peut être très variable d'une collectivité à une autre, hein. Ça peut passer les montants de régime indemnitaire entre les collectivités. Vous pouvez passer du simple au double ou au triple, voire au-delà, en fonction de la collectivité dans laquelle vous êtes embauché. Donc ça, c'est des différences qui sont importantes au niveau des collectivités territoriales. Et c'est la même logique que ce que je vous indiquais tout à l'heure au niveau des recrutements. C'est en raison du principe de libre administration des collectivités. En fait, les collectivités ont cette souplesse, cette marge de manœuvre pour délibérer sur les montants de régime indemnitaire qu'elles souhaitent mettre en place. Et du coup, il y a souvent des différentiels importants entre les différentes collectivités territoriales. En termes de ma profession au quotidien de chef du service des affaires juridiques de la région des Pays de la Loire, voilà, c'est un peu, je vous ai mis là, voilà, c'est un peu les différents codes, c'est beaucoup Légifrance. Alors moi, je suis plutôt adepte du full des maths, donc du coup, j'ai plus de code en version papier, je fais tout en version dématérialisée. Donc vraiment, moi, mon outil principal au quotidien, c'est Légifrance, à la fois sur les différents textes juridiques et puis aussi sur toutes les recherches jurisprudentielles. C'est une mine d'informations pour moi, Légifrance. Donc du coup, du point de vue des activités plutôt juridiques, on va dire grosso modo, j'ai 3 activités principales. Ça va être tout ce qui va concerner le conseil juridique auprès des services, auprès de la direction générale, auprès des élus de la collectivité, où là, voilà, on va me demander, et puis on va demander aux collègues de mon service de réaliser des études et des expertises juridiques dans tous les domaines, alors principalement bien sûr droit public, mais aussi dans le droit privé. On nous demande au quotidien, on rédige des dizaines de mails, des notes d'analyse, où on essaye de mettre en évidence voilà, quels risques concrets la collectivité allait confronter dans telle ou telle situation. On essaye autant faire se peut de trouver des solutions juridiques qui soient le plus opérationnelles possible par rapport aux différentes contraintes qui nous sont présentées. On rédige différents actes pour la collectivité. On fait aussi pas mal de comparaisons, de tableaux ou de montages comparatifs du point de vue des différentes possibilités juridiques, des procédures complexes qui sont
envisageables sur tel ou tel dossier. Puis on fait de la veille juridique aussi quotidienne parce que voilà, on a plein de textes au quotidien qui sortent et qui peuvent impacter la collectivité, ses différentes missions, les politiques publiques qu'elle met en place. Donc ça, c'est une partie de l'activité. Souvent, la journée, elle commence par un petit tour sur le journal officiel, à la fois côté République française et puis aussi journal officiel de l'Union européenne, parce qu'on a pas mal de textes aussi européens qui impactent la région. Donc du coup, ça, c'est une petite partie de l'activité aussi au quotidien. On est amené aussi à contrôler les actes juridiques de la collectivité. Là, concrètement, c'est-à-dire qu'on met en place, si vous voulez, au sein de la collectivité, un espèce de pré-contrôle de légalité des actes. C'est-à-dire que le service juridique il va être amené à contrôler des centaines d'actes tous les mois, c'est-à-dire les différentes conventions, les avenants, les règlements, les délibérations, etc., que la collectivité est amenée à prendre. Donc du coup, on a tout ce travail-là aussi qui est assez important en termes de volumétrie et souvent sur des délais assez restreints parce qu'on a tout le rétro-planning en fait qui concerne à la fois les assemblées délibérantes. Donc du coup, voilà, on est amené souvent à faire ces activités-là sur des délais assez restreints, ce qui nous nécessite pas mal de prioriser nos différentes activités. Et puis on a aussi comme troisième grosse activité juridique tout ce qui va être la gestion des précontentieux et des contentieux. Où là, on est conduit à gérer souvent des précontentieux, des recours gracieux, des transactions, etc. On est amené à gérer les contentieux, alors soit directement ou soit on externalise à des cabinets d'avocats. Nous, au sein du service, on gère à peu près les 2 tiers, on va dire 70% grosso modo, des contentieux. Ils sont gérés en direct, directement par nous, les différents agents du service. Et on externalise à des cabinets d'avocats, vraiment soit parce que les textes nous imposent de prendre un avocat, notamment quand on est en appel, ou bien dans certaines matières très spécifiques, ou bien quand on estime qu'on n'a pas la compétence suffisante sur un domaine juridique très pointu, ou bien parce que à l'instant T, au vu de toutes les activités qu'on a par ailleurs à faire, là, on n'a pas le temps de gérer le contentieux en question, donc du coup, on va externaliser à l'un de nos cabinets d'avocats. Voilà, ce qui fait que nous, du coup, comme on est amené à gérer directement des contentieux, on va rédiger les différents documents, tous les mémoires en défense, les requêtes, c'est nous qui les rédigeons de A à Z. Et puis par la suite, on est amené aussi à participer aux différentes audiences devant les différents tribunaux, donc administratifs et aussi tribunaux judiciaires. Du coup, là, on va plaider pour la collectivité devant les tribunaux, face à des avocats, face à des particuliers qui n'ont pas pris d'avocat, etc. Donc voilà, c'est toujours aussi des situations qui sont intéressantes et je vous invite, si vous avez l'occasion, puisque les audiences sont dans la très grande majorité des cas publics, que ce soit devant le tribunal administratif ou aussi devant les tribunaux judiciaires. Il ne faut pas hésiter à les voir aussi, ça vous donnera un peu un aperçu de la manière dont se passent en fait les audiences devant les différentes juridictions. Du point de vue des autres activités organisationnelles et managériales, donc là, au-delà des activités purement juridiques en tant que telles, je suis amené à organiser les différentes activités du service en répartissant le périmètre, les dossiers, préparer les différentes réunions, prioriser les dossiers, gérer les urgences qui nous sont demandées aussi, respecter les délais. On discute pas mal aussi avec les collègues du service pour se coordonner au niveau de nos réponses, pour être aussi d'accord sur les différentes interprétations juridiques qu'on peut avoir au vu des différents textes. C'est aussi avoir une capacité d'écoute et puis un sens du relationnel et du dialogue avec les collègues des autres directions, la direction générale, les élus, les partenaires extérieurs aussi, avec qui on a pas mal de contacts. C'est aussi essayer de diffuser une culture juridique au sein de la collectivité, puisque bien évidemment, surtout quand vous êtes dans des grosses collectivités, des grosses structures, et ben vous n'avez pas forcément toutes les personnes qui ont
un minimum de bagage juridique. Voilà, ça c'est plutôt la minorité des personnes au niveau des collectivités territoriales. Donc on essaye de diffuser cette culture juridique, un peu le b.a.-ba juridique au sein de la collectivité. On fait aussi des formations auprès des collègues en interne sur des réglementations juridiques qui sont amenées à manier aussi dans l'instruction des différents dossiers qui peuvent avoir à gérer au niveau des différentes politiques publiques de la collectivité. C'est aussi gérer le budget du service, parce qu'on a une enveloppe budgétaire qui nous est allouée et qu'on doit respecter chaque année. Donc voilà, c'est tous ces aspects-là aussi d'organisation, de management à côté au quotidien qui prennent aussi un peu de temps. En termes d'apport du métier, voilà, parce que c'était un peu ce qui nous était demandé pour l'afterclass, ce qui était plus ou moins positif ou négatif. Donc voilà, alors là c'est très subjectif, hein. Ce que je vous dis, c'est vraiment mon point de vue personnel par rapport à mon métier au quotidien. Ce que moi je trouve le plus intéressant, c'est vraiment d'avoir, comme je vous l'ai indiqué à l'instant, moi c'est la polyvalence des activités qui m'intéressent, parce que voilà, c'est pas la même chose de gérer du conseil juridique, que de faire du contentieux, que d'aller plaider devant les juridictions, que de faire des expertises, que de faire des formations auprès des collègues en interne, que de gérer d'un point de vue financier aussi le service. Voilà, c'est vraiment des activités diverses qui, voilà, moi je me retrouve au niveau de la polyvalence. Et avant mon poste à la région, quand je travaillais en fait sur un poste dans une communauté d'agglomération qui était en partie aussi mutualisée avec une ville-centre. J'étais sur un poste à la fois juridique et financier, donc ce qui permettait d'avoir d'autant plus de la polyvalence dont j'avais besoin au quotidien. Ce qui m'intéresse aussi dans mon métier, c'est vraiment la variété qu'on a des interlocuteurs, que ce soit au sein de la collectivité, puisque vous êtes amené à discuter tant avec des gestionnaires qu'avec des chargés de mission, des ingénieurs. Voilà, vous apprenez plein de choses d'un point de vue technique aussi. Je trouve ça très très enrichissant. Et puis tous les partenaires que vous avez à l'externe, hein, et c'est pas que avec des partenaires cabinets d'avocats, etc. Hein, quand vous êtes conduit à faire des réunions avec des partenaires extérieurs, et ben voilà, vous avez aussi une variété d'interlocuteurs qui est intéressante et enrichissante. Ce que j'aime aussi, ce qu'on essaye de faire, c'est d'être un minimum pédagogique, c'est-à-dire de vulgariser, de simplifier au maximum le droit pour tous nos collègues qui ne sont pas juristes. Et voilà, je trouve ça aussi intéressant. Voilà, on essaie, c'est pas toujours évident hein, parce qu'on est dans notre monde, juridique avec aussi nos expressions juridiques, notre manière de travailler de juriste. Et voilà, faut essayer aussi de se remettre en cause au quotidien et essayer, voilà, entre guillemets, voilà, pour caricaturer les différents livres, le droit pour les nuls, c'est un peu ce qu'on essaye de faire aussi au quotidien. Non pas que je traite absolument pas mes collègues de nuls, bien au contraire, mais du coup on est vraiment dans une logique d'aider à simplifier les problématiques juridiques qui sont souvent complexes. Donc ça, voilà, ça c'est un peu les aspects que je trouve le plus intéressant dans mon métier au quotidien. Et puis ce qui est, voilà, ce que je vais dire, j'ai qualifié de gérable, mais qui est parfois compliqué, c'est voilà, trouver des solutions juridiques qui soient suffisamment sécurisées et qui répondent en fait aux différentes demandes politiques, aux opératifs opérationnels des différents projets, etc. C'est qu'on doit au quotidien respecter différents délais, que ce soit alors des délais selon le calendrier politique, calendrier électoral, que ce soit selon les délais techniques des projets, notamment les opérations de construction. Ça va être aussi toutes les procédures administratives, juridiques, toutes les procédures judiciaires qu'on a devant les juridictions. Voilà, il faut concilier en fait ces différents délais-là. Et puis, ce qui n'est pas toujours évident non plus, c'est que le service juridique au sein de la collectivité soit associé au bon moment, en fait, au moment du démarrage des projets, bien en amont, pour pouvoir dès le début en fait intégrer les contraintes juridiques. Parce que ce qui est d'autant plus compliqué, c'est quand en fait quand vous travaillez dans des grosses collectivités, vous avez des centaines de projets de tous les côtés, au niveau de toutes les politiques publiques, au niveau de toutes les missions de la collectivité. Mais sauf que on ne pense pas toujours à associer le service juridique
quand on est en train de réfléchir et d'élaborer le projet en amont. Et ce qui fait que souvent, on se retrouve à être associé une fois que le projet, en fait, il a déjà débuté. Et on se rend compte qu'à un moment donné, ben, il y a un blocage, notamment juridique. Et là, on se retourne vers le service juridique et on essaie de trouver des solutions. Et c'est d'autant plus compliqué, en fait, à trouver des solutions une fois que le projet il a démarré, plutôt que d'être associé en amont vraiment des dossiers. Et ça, c'est ce qui nous intéresse et ce qu'on préfère au niveau des collègues du service, parce que c'est là où, en fait, où on va être le plus précis, le plus opérationnel dans ce qu'on va pouvoir proposer par la suite en termes de montage pour le projet. Donc voilà un peu schématiquement brossé le métier de juriste territorial au quotidien. On est terminé. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les faire remonter à Arthur. Merci beaucoup pour cette présentation aussi complète et particulièrement en ce qui concerne l'accès au concours. C'est toujours intéressant d'avoir des points aussi détaillés. Pour les questions, donc on va continuer dans la même lancée, on va les faire à la fin. Et du coup, on va pouvoir faire participer notre dernière intervenante. Je ne sais pas si Edith, tu peux parler. Bonjour à tous. Donc, effectivement, moi, je travaille pour une préfecture de département. J'avais accepté de discuter avec Arthur sur voilà, mon parcours, mais je n'avais pas envisagé au début que ce soit aussi large au niveau des interlocuteurs. Mais bon, je n'ai pas un parcours, moi je ne suis pas chef d'un grand service, hein, je suis juste, j'ai travaillé au pôle juridique d'une préfecture. J'ai fait des études de droit, donc niveau maîtrise à l'université de Nantes, droit public. Je suis passée par l'IRA de Nantes il y a un certain nombre d'années. Mon premier poste, donc à l'issue des IRA, je pense que vous savez qu'il y a plusieurs parcours possibles, administration centrale, éducation nationale ou administration territoriale. Alors, moi, je suis en lien avec quand même pas mal d'anciens collègues, donc je peux vous donner quelques petits exemples après si vous avez des questions particulières. Donc, moi, je connais plutôt la filière territoriale. J'ai pris un premier poste à la préfecture de Chartres, en Eure-et-Loire. Comme j'avais une maîtrise droit, urbanisme, environnement, on m'a mis, j'ai eu de la chance, sur un poste dans un bureau urbanisme, environnement. Ce n'est pas toujours le cas, en fait, d'avoir un poste adapté à son profil, mais de plus en plus, ils essayent quand même de le faire pour les premières arrivées. Et puis ensuite, donc j'ai obtenu un poste à Nancy où je souhaitais travailler en tant qu'assistant juridique à la Cour administrative d'appel de Nancy. Donc là, c'était vraiment très intéressant puisque j'étais formée au contentieux avec des magistrats. Alors là, on apprend énormément de choses. On voit le décalage entre la théorie et puis la façon dont on pouvait le travailler en préfecture et ce qui se passe réellement. Ça a été extrêmement formateur. Et là, j'étais juste dans une situation de mise à disposition. Hein. Donc, j'étais là pour me former à une époque où les cours administratifs avaient beaucoup de retard. Donc, c'était pour sortir du dossier. Donc, j'ai participé à ça. Et puis ensuite, je suis revenue en préfecture pour intégrer donc au début, donc j'ai traité du contentieux étranger. Donc c'est un contentieux de droit public pour une bonne partie. Très intéressant puisqu'en fait la jurisprudence du Conseil d'État a souvent évolué grâce au contentieux étranger. Il y a eu beaucoup d'évolutions dans ce domaine. Voilà, donc j'ai commencé comme ça, tout en suivant aussi au bureau des étrangers différents aspects réglementaires, enfin bon. Et ensuite, ce qui était prévu, donc initialement, c'est fait, c'est-à-dire la création d'un pôle juridique interministériel pour cette préfecture. Et donc, j'ai intégré ce pôle avec le contentieux étranger et donc toute la gestion de différents contentieux. En fait, ça se fait vraiment en fonction des circonstances des contentieux qui sont déposés, en fonction aussi du profil des gestionnaires des dossiers, parce que ce sont différents services de l'État, alors aussi bien en préfecture que dans d'autres administrations. Et selon leurs compétences juridiques, soit ils faisaient appel à nous ou non pour les aider dans les contentieux, soit juste pour relire, soit pour rédiger. C'était vraiment au cas par cas. Et comme vous l'a expliqué le précédent interlocuteur, puisque je l'ai un peu entendu, c'est vrai que ça pouvait donc nécessiter d'aller en audience, même si devant les juridictions administratives, la procédure est surtout écrite. Donc, c'était rare qu'on se déplaçait pour des procédures écrites. En revanche, dès qu'il y avait des référés, on se déplaçait, on allait à l'audience.
Donc ça, les référés, ben, des fois, c'est des référés liberté. Donc on a très, très, très peu de temps pour se préparer. C'est même arrivé une fois où le midi, on sait qu'on a une audience à 17h, quoi. Donc c'est vraiment des situations assez rares, mais qui nécessitent d'être très réactif et de savoir gérer un peu son stress. Et donc c'est bien d'être une équipe un peu charpentée pour pouvoir affronter ce genre de situation. Et puis donc voilà, j'ai fait ce contentieux étranger et ensuite ce pôle juridique pendant un certain nombre d'années. Et ensuite, moi, j'ai choisi d'abandonner ce volet juridique et de passer à tout à fait autre chose. Donc c'est l'intérêt d'une préfecture en particulier et des administrations d'État, c'est qu'on nous autorise comme ça à passer, à changer complètement de profil. Et donc je me suis retrouvée dans des politiques publiques et de la coordination, voilà, de services administratifs, donc ça n'a plus rien à voir, mais parce que j'avais envie de changer le contentieux, on avait énormément de contentieux étrangers, et même si, bon, il y a un aspect très intéressant quand on forme les anciens collègues, enfin pas les anciens collègues, les collègues des services, il y a un moment, moi je me suis lassée du contentieux, et j'ai préféré passer à un autre métier. Et j'étais avec une autre cadre au pôle juridique qui, elle, a choisi de faire la formation, elle a passé le concours de conseiller de TA, hein, de conseiller administratif. Je pense que vous voyez tous ce que c'est. Et quand on est déjà en poste dans l'administration, on a plus de facilité pour obtenir, pour être admis en fait comme conseiller de TA. Et donc, elle a choisi ça et elle continue à faire du contentieux. Alors, il faut savoir que c'est quand même un métier exigeant, un conseiller de administratif. Moi, je l'avais vu quand j'étais à la cour administrative d'appel, c'est qu'on a un quota de dossiers à faire et il faut tenir un rythme assez soutenu avec la gestion presque un peu matérielle. Des fois, voilà, tout le monde a son ordinateur et rédige lui-même ses arrêts ou ses jugements. Et c'est assez exigeant. Et selon le profil, soit on est dans un grand tribunal et dans ce cas-là, on est très spécialisé, hein, avec un ou deux contentieux, donc toujours du fiscal, de l'étranger, mais après on peut avoir une autre, la fonction publique territoriale ou une autre thématique ou des marchés publics. Soit on est dans un petit tribunal et dans ce cas-là, c'est beaucoup plus varié, mais c'est difficile d'être à niveau sur tous les types de contentieux. Mais voilà, ça c'est une évolution possible quand on est passé comme ça par un pôle juridique de devenir conseiller de tribunal administratif. Donc moi, j'ai choisi autre chose. Je sais que je peux revenir sur un poste à dominante juridique puisqu'il y a d'autres postes juridiques en préfecture qui sont ceux liés aux collectivités locales, hein, ce qu'on appelle le contrôle de légalité. Il y a aussi beaucoup de postes réglementaires. Donc, c'est intéressant quand on est juriste d'être dans des postes réglementaires puisqu'en fait, on applique la réglementation, on fait des choix, voilà, même si on a une procédure, mais on a toujours par exemple, vous avez le bureau des polices administratives où là, on doit donc prendre des décisions pour fermer des débits de boissons ou refuser qu'un particulier puisse détenir telle arme. Donc, il y a souvent un contentieux qui suit derrière. Donc, il faut faire une procédure contradictoire au début, il faut bien motiver sa décision, il faut la défendre ensuite au contentieux, voire en référé. Donc ça, si on est juriste, on assume tout, on n'a pas besoin du pôle juridique, on assume tout de A à Z. Et vraiment, je sais que des collègues se sont passionnés avec ce genre d'activité en tant que chef de bureau. Il existe aussi pour l'État pour le ministère de l'Intérieur, des pôles juridiques spécialisés. Il y en a 4-5 en France. Il y a des pôles spécialisés, donc police administrative, d'autres fonctions publiques, d'autres marchés publics. Donc ça, il y en a à Dijon, à Lille, je ne sais plus exactement, mais voilà, ça existe aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Nous, ce que vous a dit l'interlocuteur précédent, là, c'est la même chose, hein, pour les grilles indiciaires, pour les primes, pour les évolutions de carrière, c'est vraiment la même chose. Donc, les primes sont soi-disant plus importantes en collectivité locale. Du côté de l'État, en fait, c'est quand même très réglementé, les primes qui sont accordées. Et on en a en fonction du poste qu'on occupe, du grade, et puis il y a quand même aussi sur la manière de servir. Et il existe aussi une prime, donc depuis quelque temps,
qui récompense la mobilité. Donc, en fait, tous les 4 ans, on a la possibilité d'obtenir une prime si on change de poste. Et cette prime, on la garde ad vitam aeternam, donc c'est cumulatif. Donc, c'est pour favoriser un peu la prise de risque, parce que changer de poste, c'est toujours une prise de risque quelque part, même si c'est au final très enrichissant. Et donc, voilà, il y a aussi cette possibilité-là pour augmenter, parce que ça faisait partie de vos questions. Comment peut-on augmenter son traitement? Ça fait partie des possibilités. Qu'est-ce que m'apporte alors moi, donc maintenant, je ne suis plus dans un poste juridique. Moi, ce qui m'a motivée en fait dans mon activité professionnelle tout au long de ma carrière, c'était la curiosité, parce que moi j'ai toujours été très curieuse, donc de savoir comment l'État fonctionne. Alors là, à chaque fois que ce soit donc, dans mon premier poste environnement, urbanisme, après dans le domaine étranger, voilà, parce que j'avais aussi des astreintes, donc il y avait aussi bien le séjour, le contentieux, l'éloignement. Puis aujourd'hui, là, dans l'application des politiques publiques, avec toutes ce qu'on appelle les DDI, donc les directions départementales interministérielles, comme la DDT, Direction départementale des territoires. Je ne sais pas quel est votre niveau de connaissance en fait sur l'organisation de l'État, mais il y a énormément donc d'administrations départementales qui travaillent un peu en commun. La plupart sont sous l'autorité du préfet. Et l'avantage maintenant, ce qui va être l'intérêt maintenant, c'est que les attachés des administrations d'État ont la possibilité de bouger, d'avoir une mobilité au sein de toutes ces administrations. Auparavant, c'était figé, on était soit ministère de l'Intérieur, soit ce qui s'appelait équipement. Et aujourd'hui, il y a une vraie mobilité. Donc moi, j'ai plein d'exemples en tête de personnes qui peuvent passer donc, de la préfecture à la direction départementale de la cohésion sociale et ensuite qui peuvent aller au rectorat ou ce qu'on appelle le PJJ, donc la prévention de la... Enfin, bon, je ne retrouve plus le nom, justice jeunesse. Mais voilà, il y a plein de possibilités de mobilité qui n'existaient pas avant. Donc ça, c'est vraiment pour quelqu'un qui a envie d'une grande variété de postes au cours de sa carrière, c'est tout à fait possible. Et pour les préfectures, au sein d'une même préfecture, c'est tout à fait possible. Il y a vraiment, je vous invite à regarder un peu des organigrammes de préfecture, c'est très, très varié. Entre le service communication, donc là, on est formé à la communication. Faut reconnaître que l'accès à la formation, en tout cas moi qui suis à Nancy, avec un IRA à Metz juste à côté, on a vraiment plein de possibilités de formation intéressante. Donc, si on arrive à se dégager du temps, parce que le problème de l'administration d'État, il faut bien le reconnaître, c'est qu'on est beaucoup moins nombreux qu'en collectivité territoriale. Donc, en collectivité territoriale, je pense qu'il y a beaucoup plus de personnel et plus de marge de manœuvre, sans doute, pour se libérer. En État, c'est quand même... on est moins nombreux, donc des effectifs plus resserrés et on bosse à fond, quoi. Mais je ne veux pas dire qu'en collectivité territoriale, ils ne bossent pas, loin de moi. Mais ils ont d'autres moyens, on le voit, nous, quotidiennement. À la com, par exemple, ils sont au conseil départemental, ils sont très nombreux et nous, on a très peu d'argent. À chaque fois, quand on compare sur différentes missions, sur une même échelle, département ou région, voilà, les effectifs en face sont beaucoup plus pléthoriques. Donc, il faut le savoir. Mais on peut accéder plus rapidement aussi à des responsabilités dans la fonction publique État, puisqu'il y a moins de... Il y a moins de personnes, donc voilà. Est-ce que je peux vous dire d'autres choses? Donc oui, les avantages, inconvénients. Les avantages, oui. Donc, alors justement, là, j'ai vu un jeune collègue qui est en préfecture depuis 1 an. Alors, je lui ai demandé si au bout d'1 an, qu'est-ce qu'il en pensait. Lui, il avait fait le concours direct, parce qu'il arrive qu'il y ait des concours directs. Donc, au bout d'1 an, il est très content. Lui, il se préparait à intégrer la fonction publique territoriale et puis au dernier moment, il a changé et je lui ai demandé pourquoi. Et il m'a dit, lui, qu'il était vraiment, c'était le volet, donc intérêt général, service public et mission régalienne. Parce que c'est vrai que, par exemple, en préfecture, on défend des missions réglementaires régaliennes, comme je vous disais, les armes, la sécurité. Donc, le domaine étranger, c'est aussi un domaine de police des étrangers. Il y a les domaines... donc, ce qui concerne, alors les cartes grises, on s'en fiche un peu, mais il y a toutes des compétences qui sont derrière sur la sécurité routière. Donc, il peut y avoir cet aspect-là qui intéresse, qui peut motiver.
Moi, c'était plus le volet intérêt général au-dessus des élections, voilà, du sens des élections locales. Maintenant, c'est sûr qu'on est soumis quand même aux élections nationales. Hein. Moi, je me souviens quand j'étais à l'urbanisme et l'environnement, on avait eu un ministre de l'environnement pro-environnement, donc on était allé à fond dans plein de mesures très favorables à l'environnement. Ensuite, changement de gouvernement et hop, on avait dû freiner, on l'avait vraiment senti, les mesures. Après, on ne les appliquait pas de la même façon. Donc, on est soumis quand même à une orientation nationale, mais globalement, on va quand même toujours à peu près dans le même sens. Hein. Dans le niveau, au niveau des collectivités locales, je ne sais pas si ça se passe tout à fait pareil. Pour les exemples que je connais, la différence qu'il y a entre l'État et les collectivités locales, c'est que l'État, on n'a qu'un seul patron. Hein. On a le préfet ou le secrétaire général ou le directeur de cabinet, mais globalement, on a quand même un patron. Au niveau des collectivités locales, souvent, il y en a deux. Il y a l'élu et le responsable administratif. On a souvent donc un chef administratif, un DGS ou un DGA, et il y a l'élu. Et donc, j'ai entendu le cas, par exemple, de personnes qui avaient travaillé sur des dossiers présentés, enfin, passé beaucoup de temps à travailler dans un sens à la demande d'un responsable administratif. Et quand l'élu a vu le travail, il a dit non, moi, je ne valide pas, voilà, donc le travail avait été fait, alors pour rien, je ne sais pas, ça peut être servi plus tard, mais il y a ce double, je ne retrouve plus mes mots, ces deux têtes qui font que ça peut être difficile parfois à vivre en tant que fonctionnaire territorial. Bon, nous, on ne le ressent vraiment pas en fonction publique État. En général, quand même, on obéit à un seul chef et ça permet d'avoir un positionnement plus clair pour nous. Donc, les difficultés. En fait, les difficultés sont différentes selon qu'on est dans une petite structure ou une grande structure. Dans une grande structure, on a moins une vision générale des choses et la mobilité n'est pas toujours si facile que ça. Dans une petite structure, l'avantage, comme j'ai commenté dans une petite préfecture, c'est qu'on avait très rapidement la vision globale de toutes les actions de l'État et c'était très riche, alors que dès qu'on arrive dans une grosse structure, avant d'avoir une vision générale, il faut arriver à des postes de grande responsabilité. Donc voilà, moi là actuellement dans mon poste de coordination, j'ai la chance voilà, de participer à ce qu'on appelle des CODIR. Donc j'ai une vision générale, mais ce n'est pas le cas de tous les collègues cadres de la préfecture. Et on est aussi très dépendant, mais bon, je pense qu'en fonction publique territoriale, ça doit bien être pareil. On est très dépendant de la personnalité de nos responsables, donc nous, le préfet ou les secrétaires généraux. Et il faut régulièrement s'adapter, puisqu'en général, ils changent tous les 2, 3, 4 ans. Donc, il faut savoir s'adapter. Et voilà. Donc, il faut que ce soit dans notre tempérament voilà, la personne d'un préfet à l'autre. Moi, je viens de changer de préfet, c'est le jour et la nuit. Donc, il a fallu changer complètement nos façons de travailler. Alors, ce qui fait qu'on ne s'ennuie jamais, en fait, parce qu'il y a toujours un changement dans l'air, sachant que l'État engage régulièrement des réformes pour... Là, actuellement, on a créé ce qu'on appelle un secrétariat général commun. Donc, c'est pour mutualiser tous les moyens financiers, de ressources humaines, et d'immobilier. Donc, c'est une nouvelle réforme qui modifie l'organigramme, qui implique des nouveaux postes, des changements. Donc, voilà, c'est quand même soumis régulièrement à des réformes. Donc, ça a son avantage parce que ça fait évoluer les choses, mais ça peut être difficile à vivre à certains moments. Tout dépend comment on se positionne. Mais globalement, on peut construire un beau parcours dans la fonction publique d'État. Moi, j'ai des collègues, alors soit que j'ai connus en préfecture, soit à l'IRA, qui sont devenus donc sous-préfets, directeurs de cabinet, secrétaire général. Moi, j'ai ma collègue de Chartres qui était une amie, qui est devenue secrétaire générale de préfecture. Donc là, elle finira préfet, si elle ne fait pas de bêtises, elle finira préfète dans une préfecture ou administrateur civil si elle ne veut pas continuer dans la territoriale. Donc ça, ces parcours-là, si vous êtes motivé, il n'y aura aucune difficulté pour aller jusqu'au bout. Simplement, c'est très exigeant en termes de mobilité géographique. La plupart du temps, il faut assumer, il faut accepter des mobilités géographiques, ce qui me semble qui n'est pas du tout possible, enfin qui n'est pas forcément nécessaire dans la fonction publique territoriale.
au sein d'un même département, on peut évoluer en fonction publique territoriale. En fonction publique d'État, rester dans un même département, c'est quand même compliqué. On peut passer, donc comme par exemple Nancy est une ville suffisamment grande pour avoir des postes à responsabilité répartis donc en tribunal, cour, différentes administrations d'État, qui fait qu'on peut faire une mobilité fonctionnelle qui permet de progresser dans sa carrière. Mais un jour ou l'autre, il faut quand même faire une mobilité géographique et passer éventuellement par une administration parisienne pendant 2 ou 3 ans pour pouvoir devenir un cadre supérieur et passer les grades de secrétaire généraux ou de préfet, quoi. Les plus hauts grades. Donc ça, mais si on le souhaite, qu'on a les compétences et la bonne mémoire, parce que je me rends compte que souvent, c'est ce qui fait une grosse différence, c'est la mémoire et puis l'expression orale, les capacités à convaincre. Mais bon, voilà, donc ça, il y a des belles carrières possibles, et aussi, et pour les femmes en particulier, hein, parce que comme il y a des quotas, entre guillemets, donc beaucoup de femmes sont promues et elles y arrivent. Alors certaines attendent d'avoir leurs enfants un peu plus grands, d'autres les font toute leur progression de carrière avant d'avoir des enfants, mais voilà, c'est jouable même pour des femmes. Et puis, est-ce que j'avais autre chose à vous dire ? Oh, ça, c'était juste un petit conseil. C'est moi, je suis représentante du personnel, donc j'ai des fonctions syndicales. Et quand on est étudiant comme vous, on se dit oh là, mais c'est quoi, c'est ringard de participer à un syndicat. Enfin, on peut avoir cette idée-là, mais le jour où vous serez en poste, n'hésitez surtout pas à mettre un petit doigt dans ce genre de fonction, parce que ça permet vraiment d'avoir une vision beaucoup plus générale de l'administration dans laquelle on travaille. Ça permet d'avoir beaucoup d'informations, ça permet même de pouvoir influencer le sens de l'histoire. Et nous, par exemple, en préfecture, les secrétaires généraux, c'est-à-dire le numéro 2 de la préfecture, hein, a une obligation de concertation avec les syndicats. Donc, à partir de là, autant que ce soit avec des personnes qui sont motivées, qui ont envie qui ont une connaissance un peu de l'administration et qui peuvent avoir des échanges constructifs et pouvoir orienter l'évolution de la structure, intervenir. Donc moi, j'ai encore fait un CT ce matin et c'est vrai qu'on peut avoir un rôle à jouer. Donc, quel que soit le poste que vous occuperez, n'hésitez pas à vous engager sur ce genre de choses. Mais bon, ça, c'était le petit commentaire à côté. Et puis, oui, pour l'IRA, je pense que j'avais envoyé à Arthur une documentation. Donc là, vous trouverez forcément ce qu'il faut, même sur les sites. Oui. Est-ce qu'il y avait une question ou deux à laquelle je n'ai pas répondu ? Non, ça a été complet, mais après, pardon, les étudiants ont l'occasion de m'envoyer des questions que je transmets par la suite. D'accord, très bien. Mais moi, ce qui m'a plu jusque-là, c'était vraiment la polyvalence des activités et puis de pouvoir passer d'un poste juridique à un poste qui ne l'était plus. C'était vraiment, il y a des possibilités d'évolution. Au moins, parce que moi, je n'ai pas cherché à faire carrière. Hein, donc, c'est vrai que j'ai pu adapter mon parcours professionnel à mes contraintes familiales. Donc, ça, c'est important aussi. Et on ne me l'a pas reproché après, puisque j'ai pu prendre un poste de chef de bureau, alors que voilà, pendant un certain temps, j'ai dû, pour différentes raisons, mettre ma carrière en bémol. Et vraiment, après, on peut rebondir, il n'y a aucun souci. C'est tout à fait accepté. Merci beaucoup. Donc, on va pouvoir passer au temps relatif aux questions. Donc, Monsieur Saviac, vous me laissez la parole 2 secondes. Oui, on va faire remarquer, c'est vrai que vous vouliez parler. Je remonte ma tête et j'enlèverai rapidement. Pour les intervenants qui sont là, Fabien Tesson, maître de conférence en droit public à l'Université d'Angers, du formidable corps enseignant de cette faculté, et directeur du M2 droit des interventions publiques. Je prends juste la parole pour remercier chacun des intervenants pour leurs interventions très pertinentes qui servent toujours tous nos étudiants qui sont en train de réfléchir à leur avenir, et aussi pour remercier notre groupe des 4 qui a organisé ce deuxième afterclass métier du droit public avec des intervenants très bien choisis
et une présentation soignée. Donc, merci à vous tous. Et c'était simplement ce que j'avais à dire. Je vais vous laisser, M. Savec, reprendre la parole, poser les questions s'il y en a. Et donc, je redisparais. Voilà. Merci à tous. Bonne soirée. Arthur, est-ce que tu m'entends ou pas? Oui, oui. Oui, c'est juste, j'ai oublié de dire que l'État, il n'y a pas que l'IRA, il y a des concours de finances publiques. Hein, pour tous ceux qui sont intéressés pour gagner bien leur vie, les concours des finances publiques sont intéressants. Bon, il y a une formation donc prévue, alors je ne sais plus si c'est Clermont-Ferrand, d'1 an ou 2 ans, mais voilà, il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres concours, des défis, santé, pénitentiaire, enfin, renseignez-vous, éducation nationale aussi, il y a beaucoup d'autres concours État. D'accord, merci beaucoup. Alors, je voulais juste vous informer que Monsieur Dupont a dû nous quitter, quitter cette conversation. Donc, malheureusement, il ne pourra pas répondre aux questions qui ont été posées, qui concernaient les débouchés dans le milieu de la culture. Mais nous avons quand même des questions pour les autres intervenants. Donc, j'avais une première question pour Sarah Bagour. Comment trouver le plus facilement des postes de contractuels auprès d'une collectivité? Est-ce que c'est difficile quand on rentre dans le monde professionnel, quand on passe du statut d'étudiant au monde professionnel, alors qu'on n'a pas vraiment de réseau et que c'est assez nouveau pour nous tout ça? Alors, facile ou pas, en principe, il n'y a pas de poste de contractuel dans la fonction publique. C'est toujours un statut un peu à part, dans la territoriale. Mais toutes les grandes collectivités ont des postes, soit en termes de remplacement, soit parce que, en fait, les postes ne sont pas encore créés. Alors, je pense que Samuel aura une connaissance plus fine que moi de la réglementation là-dessus. Mais voilà, il faut en fait les assemblées délibèrent sur les postes à créer dans les collectivités et parfois il y a quand même des postes qui s'ouvrent parce qu'il y a un besoin sans que ce soit vraiment délibéré. Donc ils recrutent sur du contractuel, c'est des CDD, hein, du coup c'est à durée déterminée, mais en tout cas sur de la candidature spontanée auprès des grandes collectivités ou en tout cas des collectivités qui ont des effectifs importants, ça peut fonctionner. Moi, j'ai été recrutée, comme ça. En fait, j'avais postulé sur des postes où ils recrutaient, des attachés du coup et comme j'avais pas encore mon concours, je passais à côté. Mais finalement, quand il y a eu, un besoin de remplacement et que j'ai candidaté, on m'a dit enfin, c'était même pas, moi, j'avais pas vu directement, mais en fait, une amie m'avait transmis l'annonce. J'avais appelé et du coup, parce que j'ai fait l'effort d'appeler, c'est ce que m'a dit ensuite, la responsable de service. Elle m'avait, sélectionnée en disant: «Bah, voilà, tu as fait cet effort-là, tu t'es présenté à nous et rien que pour cette dynamique-là, en fait, plutôt que d'aller chercher dans notre pool de personnes qui n'arrivent pas à avoir leur concours et qui, passent d'un poste à l'autre, en remplacement dans la collectivité et ben, on t'a choisi. Donc je crois qu'il faut y aller sans en faire de trop. Quand on sort de la fac, on n'est pas non plus, compétent. Enfin voilà, notre expertise, elle est, celle d'un étudiant, elle est pas celle d'un professionnel qui a 20 ans de carrière. Donc faut y aller avec, humilité et puis, en acceptant aussi, moi j'avais commencé sur un remplacement de rédacteur du coup, hein. Il y a aussi des personnes qui se disent: «Bah, voilà, j'ai un bac+5, un bac+6, je dois être attachée». Je crois qu'il faut aussi se donner ce temps de cette expérience-là dans la collectivité. On a tout notre temps de carrière, 40 ou 45 années pour faire carrière, donc on peut commencer 6 mois ou 1 an, sur un remplacement, de rédacteur et apprendre en fait, continuer d'apprendre. Alors du coup, Samuel disait qu'aujourd'hui à la fac, il y a de plus en plus de temps d'apprentissage et d'expérience. C'est vrai qu'à mon époque, les stages, ça n'existait pas. Donc tant mieux si vous avez déjà des stages que vous pouvez valoriser quand vous commencez. Voilà. Merci beaucoup, Sarah. J'avais une deuxième question, du coup, c'était pour toi, Sarah, ou alors pour monsieur Portangoine. C'est est-ce que les collectivités, elles s'attachent à permettre à ces nouveaux salariés de faire une formation, comme c'est souvent prévu dans la fonction publique d'État, avant d'engager sur son nouveau poste? Est-ce qu'il y a un temps de formation qui est toujours prévu ou alors ça dépend des collectivités?
Alors, je ne sais pas, Sarah, si vous voulez, je réponds ou j'y vais. Alors, en fait, si vous passez un concours de la fonction publique territoriale et qu'ensuite vous êtes recruté par une collectivité, vous avez obligatoirement un temps de formation qui est prévu pour votre intégration, que ce soit un concours de catégorie C, B ou A, c'est le même principe avec des temps de formation qui peuvent être variables selon les situations. Donc ça, de toute façon, c'est une obligation pour les collectivités au moment où elles vous recrutent d'avoir ce temps de formation. Et puis ensuite, en fonction des collectivités territoriales, que ce soit un recrutement en tant que titulaire si vous passez un concours ou en tant que contractuel pour des remplacements ou pour des contrats de projet, par exemple, qui peuvent aller jusqu'à 6 ans. Désormais, c'est prévu par les textes. Bien évidemment, la collectivité vous accompagne, vous forme. Vous pouvez demander à avoir un certain nombre de formations qui vont vous permettre en fait d'être plus professionnel sur le poste et sur les missions que vous allez occuper. Donc effectivement, voilà, je pense que certes, il n'y a pas comme dans la fonction publique d'État pour faire le parallèle avec le concours des IRA, il n'y a pas toute une année de formation, etc. Mais par contre, effectivement, vous bénéficiez de temps de formation obligatoire. Vous avez les droits à la formation aussi individuelle. Et puis, en fonction de votre poste et de la collectivité, ben, on vous offre un certain nombre de journées de formation dans l'année en fonction des besoins que vous avez sur tel ou tel poste en particulier. Peut-être préciser du coup pour compléter qu'il existe un centre de formation de la fonction publique territoriale dont le centre, en tout cas le siège du centre Grand Ouest est basé sur Angers. Donc voilà, c'est plutôt pas mal fait. Des fois, il faut se déplacer à Nancy aussi, ça arrive. Mais voilà, il y a des très beaux parcours de formation qui existent aujourd'hui dans la fonction publique. D'accord, merci pour ces deux réponses. J'avais une question qui vient de m'être posée pour Edith. Donc, on me demande si tu peux revenir sur les inconvénients de ton métier actuel. Donc, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ouais. Les inconvénients de mon métier actuel. Ça dépend un peu des personnalités des préfets. Moi qui travaille un peu en ligne directe avec le préfet, le prédécesseur de l'actuel préfet était quand même compliqué. Donc c'est souvent ce qui peut être désagréable, puisqu'il n'était jamais content et toujours très exigeant. Donc, il nous emmenait sur des terrains qu'on n'avait pas l'habitude d'aller. Hein, donc, voilà, il était intéressé par plein de choses. Donc, comme moi, c'est un bureau en fait où on traite un petit peu de tout ce que les autres ne traitent pas. On a fait des choses très intéressantes, mais ça a été très lourd en termes de charge de travail. Et si ça avait été encore lui qui était notre préfet, là aujourd'hui, je ne serais pas venue pour vous parler parce que je n'avais absolument pas le temps. J'avais des horaires. Alors après, moi, je veux garder une vie privée et familiale, donc je ne travaille pas à la maison. Je n'amène pas mon ordinateur portable à la maison. J'ai réussi à garder une vie quand même en dehors, mais c'était très exigeant. Et la difficulté, c'est qu'on est, voilà, il y a toujours une diminution du nombre de fonctionnaires, donc on se sent un petit peu quand même peu nombreux par rapport aux collectivités locales. Voilà, donc la charge de travail, elle est là, pour la plupart, elle est là. Et il faut vraiment avoir le sens de l'État, se dire oui, on sait pourquoi on le fait, il faut avoir ça en tête quand même, puisque ce n'est pas des métiers, enfin, c'est pas. Dès qu'on accède à des responsabilités en premier poste, on peut quand même avoir le temps de se former, ne pas être soumis à trop de pression. Mais quand on monte en responsabilité, il faut savoir qu'il y a quand même de la pression. Hein, bon, ouais. Oui, c'est surtout ça, moi, j'ai trouvé difficile quand c'était le précédent préfet. Là, aujourd'hui, ça va. Là, aujourd'hui, je ne ressens pas trop de difficultés. Très bien, et j'avais une autre question à propos des IRA. Donc, tu as passé les IRA à Nantes, oui. Et ta première affectation, c'était en Eure-et-Loire. Oui. Donc, est-ce que tu peux revenir un peu sur la manière d'être
quand je suis allée faire une formation à l'IRA la semaine dernière, donc je leur ai posé des questions, enfin il y a 10 jours, et donc déjà la formation, elle n'est plus de 1 an, mais 6 mois. Et en fait, j'ai l'impression que c'est 4 mois de formation. Au bout de 4 mois, on doit choisir un poste, et ensuite, pendant 2 mois, on est dans le poste où on sera affecté. Et voilà, on peut être titularisé à l'issue ou pas, mais on fait son stage en fait, parce qu'auparavant, nous, on faisait 2 stages dans une administration, et ensuite, on avait donc 1 an de scolarité avec 2 stages compris. Là, on n'essaie plus ces conditions-là. Là, par exemple, j'ai appris que nous, préfecture de Meurthe-et-Moselle, nous ne demandions pas de sortie d'IRA cette année. Donc, voilà, chaque préfecture, chaque administration dit « moi, je veux une sortie d'IRA, j'en veux pas ». Il y a des arbitrages sur toute la France. Hein. Ils répartissent ça sur les 5 IRA qui existent. Donc, globalement, vous avez quand même, il faut le savoir, dans ce que je vous avais envoyé, il y a au moins peut-être 30% des postes qui sont à Paris, région parisienne. Hein, parce que dans les IRA, il y a quand même 3 destinations possibles, c'est-à-dire les administrations centrales, les administrations territoriales et l'éducation nationale. Les administrations centrales, c'est quasiment tous à Paris, même s'il y a quelques administrations centrales déconcentrées, celles-ci, elles sont prises d'assaut par tous ceux qui veulent quitter Paris. Donc, administration centrale, c'est Paris. Ça veut dire que vous en avez pour 10 ans de vie parisienne, même si après, vous arriverez peut-être à revenir en déconcentré, il faut l'accepter. L'éducation nationale, il y en a aussi, j'ai plus les chiffres en tête, mais j'avais vu, je pense que c'est quand même peut-être au moins un tiers qui sont dans la région parisienne, parce que là, c'est souvent région parisienne. Donc, c'est des établissements, voilà, ce n'est pas forcément les plus faciles. Et puis, la territoriale, il y a aussi des administrations, souvent des préfectures de région parisienne, donc des premiers postes là-bas. Donc, tout dépend de votre classement. Alors, moi, c'est sûr que j'étais au milieu du classement. J'ai pu avoir un poste qui m'intéressait. J'ai choisi Chartres parce que, voilà, c'était à 1 heure de Paris. Je me suis dit, c'est bien. Et puis, surtout, il y avait, normalement, les administrations donnent une fiche de poste. Hein, donc, moi, je sais, il y avait une fiche de poste au bureau de l'urbanisme et de l'environnement. J'avais ce profil-là. Je me suis dit, bon, ce sera peut-être bien. Et ça a été respecté. Bon, je ne peux pas vous dire que ce sera respecté à 100%. Il peut y avoir en fait des ajustements de dernière minute qui font que vous ne serez pas sur le poste sur lequel vous avez postulé. Mais globalement, aujourd'hui, là, quand je vois le jeune attaché qui a été recruté l'année dernière, il avait des compétences marché public et voilà, bon, on a réussi à trouver un poste qui correspondait à son profil. Donc, normalement, quand même, d'une façon ou d'une autre, on peut retomber sur ses pattes et avoir un profil, enfin un poste qui correspond à son profil. Mais on peut se retrouver à l'éducation nationale alors qu'on ne le souhaitait pas. Simplement, je connais des personnes qui ont pu changer au fur et à mesure de leur carrière. On n'est pas condamné à faire la même administration tout le temps. Hein. Alors, centrale, moi, je connais voilà, quelqu'un d'IRA de Nantes qui est passé donc administration centrale et puis qu'ensuite elle est allée dans les DOM-TOM, elle est allée dans l'Indre, enfin elle s'appelle Annie Pietri, donc vous pourrez la trouver puisqu'il y a son CV en ligne, hein, puisqu'aujourd'hui elle est sous-préfète et qu'elle va arriver à Segré d'ailleurs, c'est la sous-préfète de Segré, c'est quelqu'un de très sympathique si vous voulez un jour la contacter pour connaître et vraiment, voilà, elle a réussi à faire un parcours très varié. Et au rectorat, alors quand vous prenez éducation nationale, c'est vrai qu'il y a des postes en rectorat, donc vous pouvez vous retrouver dans un poste juridique. Là, moi, je sais que j'ai une ancienne collègue de la préfecture qui a intégré le pôle juridique du rectorat. Donc, elle a trouvé ce poste-là. Auparavant, elle était au cabinet du tribunal de grande instance, donc maintenant des juridictions judiciaires. Donc, elle a réussi, elle aussi, à faire un parcours assez varié. Et en territorial, en général, voilà, on a différentes possibilités, donc on peut s'épanouir comme ça. Mais donc, l'accès après l'IRA, voilà, on a un premier poste. Donc, le mieux, c'est d'y rester 4 ans pour avoir la prime de mobilité et ensuite pouvoir choisir un autre poste. Je n'ai pas été trop longue? Non, c'était très bien, très complet. Merci beaucoup. J'ai une question pour Monsieur Portanguen. Quelles sont les différentes fonctions que vous avez pu exercer avant de devenir chef du service des affaires juridiques de la région de Pays de la Loire? Alors, j'ai commencé ma carrière en étant conseiller juridique et financier. C'était le poste qui était dénommé comme ça, au sein d'une communauté d'agglomération. Où là, en fait, je faisais à la fois des missions juridiques classiques comme celles que j'ai pu vous décrire tout à l'heure, et puis également des missions financières où je faisais, par rapport aussi au Master 2 d'évaluation d'analyse financière que j'avais fait durant mes études universitaires,
où je faisais des analyses financières, je faisais des tableaux Excel avec des prospectives, des prospections financières, des analyses rétrospectives, prospectives, etc. Donc voilà, moi ça me plaisait bien puisque c'était vraiment une polyvalence vraiment intéressante. Ce que j'avais aussi dans ce poste-là, c'était toute une mission de ce qu'on appelle de contrôle des satellites, entre guillemets, des collectivités. Donc là, c'est en fait toutes les relations juridico-financières, on va dire au sens large, que les collectivités peuvent avoir avec des associations, avec des délégataires de services publics, etc. Donc il y avait toute cette mission-là aussi, un peu de contrôle de gestion qui était vraiment intéressante aussi. Donc voilà, et après, à côté de ça, j'avais pas de mission d'encadrement, de management. J'étais entre guillemets un simple conseiller juridique et financier. Et puis j'avais également un certain nombre de missions qui étaient mutualisées entre l'agglomération et puis la ville-centre, ce qui me permettait d'avoir d'autant plus de polyvalence et de variété sur les différentes compétences à la fois côté agglomération et côté ville. Donc ça permettait vraiment de toucher un peu à tout, quoi, et c'est ça qui me plaisait beaucoup. Ensuite, pour différentes raisons personnelles et professionnelles, j'ai voulu changer de poste et donc du coup, je suis devenu juriste. Là, je suis revenu vraiment plutôt du juridique pur et dur, sans avoir de mission financière particulière à la région. Et puis ensuite, je suis devenu chef du service des affaires juridiques dans le cadre d'une réorganisation qui a eu à la région. Donc voilà, assez classique en termes d'évolution. Voilà. Et puis la polyvalence que j'avais sans doute davantage en termes de métier, parce que je touchais à la fois du juridique et des finances dans le cadre de mon premier poste. C'est vrai que j'ai moins cette polyvalence, on va dire, métier là aujourd'hui. Par contre, la polyvalence, je la retrouve sur d'autres aspects d'organisation, de management, de discussion avec les collègues, etc., quoi. Donc, j'ai répondu à la question. Oui, si, très bien, merci beaucoup. On avait encore 2 questions donc, pour Sarah. La première, il faut que je la retrouve juste. Oui, c'est Clovis Rousseau qui se demandait, dans l'hypothèse où l'on est lauréat d'un concours alors que l'on est en CDD pour une collectivité, comment se passe cette transition? Comme ça a été dit précédemment, lauréat d'un concours, alors peut-être pas d'un concours de la territoriale du coup, puisque lauréat d'un concours territorial, ça ne vaut pas recrutement, donc de toute façon, il faut postuler. Donc du coup, pour un autre concours, sur un CDD, vous avez une durée de préavis qui peut, avec un responsable très à l'écoute, être réduit si vraiment, je sais pas quels sont les délais en fait de recrutement sur les IRA ou autres, s'il faut être tout de suite disponible. Mais voilà, il y a ce préavis qui est plus ou moins long, entre 1 et 3 mois selon la durée du contrat en fait, selon la durée du CDD. Donc voilà, d'une manière générale, c'est assez simple d'y mettre un terme, sauf si on est sur un poste où il y a vraiment personne, pour nous remplacer rapidement et que les responsables de service veulent absolument, nous garder sous la main. Mais je suis pas sûre qu'il y ait de concours qui nécessitent de partir, avant 1 mois, voire 2 mois, quoi. Je connais pas les autres concours que ceux de la territoriale, donc j'ai pas la réponse. D'accord, merci Sarah. Et bon, peut-être une dernière question, puisque je viens de voir qu'on a largement dépassé le temps qui était imparti. C'était comment tu envisages, quand tu te projettes en ce qui concerne tes fonctions de collaboratrice. Donc, vu qu'il y a bientôt les élections départementales, qu'est-ce que tu envisages après ces élections? Alors en effet, un poste de collaborateur, c'est un poste qui est attaché au mandat des élus. Donc on est sur des CDD, hein. Aujourd'hui, je suis en disponibilité de la fonction publique territoriale, ce qui veut dire que fin juin, puisque les élections ont été repoussées en juin, mon contrat prend fin. J'aurai la possibilité de repostuler si je le souhaitais et si les élus de la nouvelle équipe, du coup, voulaient continuer à travailler avec moi. On est sur des contrats de 3 ans renouvelables. Hem
avant, quand on était sur cette spécificité où les contrats à durée déterminée mais longs, dépassent les 6 ans, finissent par être assimilés à des fonctionnaires. Aujourd'hui, c'est plus le cas, hein. Tout collaborateur, même s'il est renouvelé, ne sera jamais fonctionnaire juste parce qu'il a travaillé plusieurs années dans la collectivité. Et en ce qui me concerne, moi, 3 ans, c'était bien. C'était une belle expérience, je la renouvellerai pas, en fait. Je pense pas. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, les élections, ça peut toujours changer plein de choses, mais je me donne cette liberté, en fait, de me consacrer complètement, à mon entreprise, à partir du mois de juin. Bien, merci. Si une dernière question de Clovis, qui était assez intéressante, c'était de savoir les difficultés que tu pouvais rencontrer en travaillant pour la minorité. De la frustration, sans doute beaucoup. On sort là d'un conseil départemental, donc c'est l'assemblée délibérante, s'appelle aussi conseil départemental, qui a duré 1 journée et demie pour voter, le budget de la collectivité en 2021. Donc c'est ouais, beaucoup de en fait, quand on est collaborateur, on travaille, par pic, à chaque, on est rythmé en fait par les instances et donc chaque préparation, de conseil départemental, il y en a 5 dans l'année donc voilà, c'est des étapes importantes. Ça demande 3 semaines à 1 mois de préparation très intense. Ça passe en 1 journée et demie, qu'on ne maîtrise absolument pas puisque ce sont, les élus qui sont pleinement acteurs de cette, séquence-là. Et du coup, bah, voilà, on a préparé plein de choses. Enfin, moi, j'ai essayé de je parle pour celle-là, mais pour les autres et avec mes collaborateurs, mes collègues, pardon, on essaye voilà, de donner plein d'éléments, d'informations, de structurer, de façon enfin, un peu juridique ou un petit peu, avec une expertise en tout cas, les réponses que peuvent faire les élus et ça voilà, on ne le maîtrise pas, eux-mêmes pas forcément toujours parce que ça peut dépendre aussi de ce que dit la majorité et puis au final, bah, la minorité ça reste la minorité, ils peuvent s'abstenir, ils peuvent voter contre, ils peuvent voter pour, ça change pas grand-chose au niveau de la vie, politique, de la collectivité. Reste à savoir si ça peut changer quelque chose, au niveau, enfin à l'échelle du coup, de la vie quotidienne ou des électeurs ou de la société puisque quand on travaille avec des élus, on réfléchit quand même beaucoup à une vision, de la société. J'ai pas de retour encore aujourd'hui malgré 3 ans d'expérience, je serais tentée de dire beaucoup de frustration à travailler avec la minorité. D'accord, merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter maintenant. De toute façon, je n'ai plus de questions. Donc, je voulais encore vous remercier d'avoir accepté cette invitation et pour vos présentations qui étaient vraiment très éclairantes. Je me permets aussi de remercier le club des partenaires qui nous a aidés, qui nous a permis de faire cette réunion. Et je remercie aussi l'administration et son service communication, donc à savoir Madame Angot et Monsieur Bieco pour l'aide qu'ils ont pu m'apporter. Et je remercie aussi Monsieur Tesson qui nous a apporté un cadre nécessaire pour organiser cette réunion.